choisi. Le Forman va parler, de temps en temps, peut-être je relancerai, mais en tout cas il va parler de sa pratique cinématographique. Et ensuite, il y aura des questions de la... Je ne vous présente pas, naturellement. Bon, voilà. N'ayez pas peur, vous serez déçus. Donc, comme un étudiant, quand j'ai participé aux séances comme ça, j'ai toujours espéré que le lecteur va me révéler le secret, le récipient, comment faire un film qui serait accepté par le public et par les critiques. J'étais toujours déçu, toujours. Alors, bon, j'ai pensé, bon, alors, qu'est-ce que je peux dire? De vous donner cette récipient, de vous, cette recette. Et je l'ai trouvé. C'est très simple. Quand je vous le dirai, ne rigolez pas. C'est très simple. Comment faire un film qui serait accepté par tout le public et les critiques? C'est très très simple. Dites la vérité sans être ennuyant. C'est tout. C'est si simple et c'est garanti. C'est absolument garanti. Mais, c'est pas facile. C'est pas facile parce que la vérité, dans la plupart, dans la majorité, la vérité est très ennuyante. Parce que c'est la vérité. Les mensonges sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus intrigants, beaucoup plus amusants. Je peux vous donner, si vous voulez, je peux vous donner un exemple. Je peux... vous choisissez. Vous me donnez 5 minutes. Et je vais vous raconter, ou je vais vous raconter pourquoi 25 plus 5 est 30. C'est la vérité. Ou, si vous voulez, je vais vous raconter et je vais vous prouver que 25 plus 5, c'est 29. Qu'est-ce que vous voulez entendre? 29, bon. Alors, suivez-moi. 3 amis s'arrêtent, ils voyagent en Amérique. Ils s'arrêtent au motel. Ils louent une chambre. Le concierge dit, la chambre c'est 30 $. Bon, alors ils sont 3. Vous me suivez, hein? Chaque paye 10 $. C'est 30. Ils vont dans la chambre. Et le concierge dit, ah non, la chambre coûte seulement 25. Ah, bon, garçon. Et il donne au garçon de remettre aux C3 5 $. Le garçon est malin. Ils ne savent rien. Bon, alors il prend 2 $, il le met dans la poche. Ouais. Et il donne
à chaque de ces trois amis $1 en arrière. Oui? Ça veut dire, et comptez bien, ça veut dire que chaque personne n'a pas payé $10, mais $9. Oui? Alors, 3 fois 9, c'est 27. Le garçon a gardé 2. C'est 29. Ah, où est $1? Vous voyez? Vous me même écoutez. Vous êtes même amusé de penser à ça. Et c'est mensonge. Naturellement, la vérité, c'est 25 plus 5, c'est 30. Mais vous n'êtes pas intéressé. Vous êtes intéressé, mais vous-même réfléchissez, vous vous amusez à ça. Alors, le résultat c'est, si vous voulez, dites la vérité, sans être ennuyant. Il y a 3 façons de faire ça. Ou vous devez dire la vérité que personne ne sait pas encore. Découvrir une vérité, c'est très très rare. C'est possible, mais c'est tellement rare. C'est comme de découvrir un nouveau comète. C'est possible, mais c'est très très rare. La deuxième façon, c'est déjà plus possible de dire la vérité qui est surprenante parce qu'on l'a bloqué, parce que c'est la vérité pas tellement plaisante. C'est pas la vérité qu'on veut entendre. On l'a bloqué de la tête. Vous le dites et elle est surprenante. Un exemple, il y a un exemple formidable de ça chez La Biche. Je ne sais pas si vous connaissez la pièce qui s'appelle Voyage, je ne sais pas si c'est l'exact titre, je le connais dans la traduction, La Voyage de Monsieur Perrichon. Ouais. C'est parfait. Monsieur Perrichon, c'est un type très très riche, très très riche. Il a une fille très belle, et il y a 2 garçons qui voudraient la marier. Le premier garçon, il est très bon, très honnête, bon garçon, vraiment. L'autre, c'est un salaud. Tout ce qu'il veut, c'est marier d'argent. Oui? Monsieur Perrichon va dans les montagnes. Il est presque du mountain climber. L'alpinisme. L'alpinisme. Et les 2, le soulier, hein, sont toujours un peu prêts. Et dans un moment, Monsieur Perrichon se trouve dans le danger de perdre sa vie. Et qu'est-ce qui se passe? Le bon garçon est très près, à côté, et il sauve Monsieur Perrichon vie. Mais c'est fabuleux. C'est incroyable. Qu'est-ce que l'autre peut faire plus de gagner les sympathies de Monsieur Perrichon? Qu'est-ce qu'il peut faire plus qu'il a sauvé sa vie? Il a trouvé. Qu'est-ce qu'il vous pensez qu'il a trouvé? De gagner l'affection de Monsieur Perrichon. Il a arrangé la situation dans laquelle Monsieur Perrichon sauve sa vie. Et dans ce moment, il est le préféré fils pour Monsieur Perrichon. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité qu'on n'a pas expectée, parce que la vérité banale que nous tous connaissons, c'est le bon garçon a sauvé sa vie, c'est ça. Bon, alors c'est le deuxième. Et la troisième façon, comment dire la vérité, être surprenant, c'est assez banal, mais ça marche, ça marche. De dire la vérité banale, mais de la dire d'une façon surprenante, d'une façon nouvelle,
d'une façon amusante, d'une façon qui est excitante. Vous pouvez, pour vous donner un exemple, vous pouvez prendre une situation très banale. Ouais? Il y a un type très riche, 60 ans. Je vous raconte une histoire vraie, c'est vrai. Et il est marié avec une femme très jeune, 30 ans. Et il rencontre un nouveau associé de business. Et il veut impressionner. Bon. Il veut l'impressionner. Alors il l'amène chez lui. Et déjà, comment il marche dans le jardin, il voit par la fenêtre que sa femme, dedans, fait l'amour avec un jeune homme étranger. Quelle sera la réaction? Et le mari, finalement, décide de ne pas faire une drame et de prétendre que ça n'existe pas. C'est tout. Si je vous dis ça comme ça, oui, ça peut se passer, c'est la vérité, mais c'est pas tellement excitant. Hein. Bon, alors je vous dis la même histoire. Cet homme, assez âgé, a un meeting de business avec un nouveau client. Il mange, il boit, il devient sous. Et il veut impressionner son nouveau client. Alors il dit, viens, je te montre que j'ai ce que j'ai. Et devant l'hôtel, il y a une voiture. Et il dit, tu vois cette voiture? C'est Rolls-Royce. Tu vois cette voiture? Ma voiture. C'est ma voiture. Le chauffeur roule. Maison formidable dans un grand jardin. Tu vois cette maison? Tu vois cette maison? Ma maison. Il marche dans le jardin. Dans un coup, par la fenêtre, il voit sa femme en faisant l'amour avec un étranger jeune. Tu vois cette femme? C'est ma femme. Tu vois cet homme? C'est moi. C'est la même histoire. Alors, c'est tout. C'est le récépit garanti. Et tous est vraiment dans le scénario. La base de chaque bon film, et c'est toujours le scénario, l'écrivain. C'est un bon écrivain qui peut écrire l'histoire d'une façon surprenante, les caractères intrigants, intéressants, amusants. Les vedettes ne sont pas créées, les metteurs en scène ne sont pas créés. C'est toujours l'écrivain. C'est où tout se commence. Qu'est-ce qu'on raconte et comment il raconte ça. C'est... Écoutez, si cette pomme n'a pas tombé sur la tête d'Isaac Newton, la gravité serait toujours là. Ça serait une question d'un jour, d'un an, de 10 ans, quelqu'un d'autre va la découvrir. Mais si Shakespeare n'a pas écrit Hamlet n'a pas existé jamais. On serait tellement plus pauvre. Notre fierté serait tellement diminuée. Alors, c'est tout ce que j'ai voulu dire
de début, j'espère que vous avez appris comment faire un film qui va plaire au public, aux critiques, et maintenant, on peut aller à la maison. Et comment, par exemple, justement, comment tu choisis parmi, au début quand tu étais jeune, que tu commençais à faire des films, comment tu concevais tes premiers scénarios, ça partait de quoi? Et plus tard, quand tu es devenu célèbre, quand tu envoyais des scénarios de partout, ou tu lisais des livres, comment? En cette époque, maintenant c'est République tchécoslovaque, non, j'avais cette ambition d'écrire, parce que j'ai compris que c'est la base. Alors, bon, j'ai toujours cherché. On a cherché dans la vie, dans votre expérience, on a cherché vers le matin, et je vois une jeune fille avec une valise se promène, marcher. Et c'est très intéressant quand vous voyez une femme seule à 2 heures le matin, ou si elle se juste réveillée parce que son travail commence à 3 heures le matin, ou si c'est une belle de nuit. Mais cette fille que j'ai vue m'a confus. Parce qu'elle se promenait, j'étais tellement confus que je me suis arrêté, et je l'ai commencé à parler. Et j'ai trouvé qu'elle est venue à Prague de rencontrer un jeune monsieur qu'elle a rencontré dans une petite ville, elle passait la nuit avec lui, et une semaine prochaine, elle va à Prague de le chercher. Seulement trouvé que l'adresse est fausse. L'adresse n'existe pas. Et maintenant, elle a dû tuer 2 ou 3 heures pour le premier train de rentrer dans son petite ville. Alors, elle est comme un teenager, adolescent. Vous pouvez fonctionner même en dehors de ça, mais pas 100%. Et ça, c'est pas ceci. Est-ce que tu as adapté des romans comme Vol au-dessus d'un nid de coucou ou Les liaisons dangereuses, aussi des pièces de théâtre comme Air et comme par exemple Amadeus, et puis des scénarios originaux? Est-ce que pour toi le travail sur le scénario... Et la deuxième, c'est absolument nécessaire. Parce que même, prenez Amadeus, ou Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ken Kesey a écrit un livre fabuleux, formidable. Et il a écrit, parce qu'il a travaillé comme un, comment est-ce qu'on dit, orderly in the hospital. Un infirmier. Un infirmier dans l'hôpital. Alors, tout ce qui est dans le livre est basé sur la réalité qu'il a vue, qu'il a vécue dans cet hôpital. Il n'a pas inventé ça de thin air. Oui? Il a pris la réalité qu'il a connue dans l'hôpital et il a transformé dans sa vision romanesque. Alors maintenant, je prends la liberté de prendre son livre comme début de ma nouvelle vision cinématographique. Parce que ce qui est propre pour la littérature n'est pas nécessairement propre pour le cinéma. Dans le livre de Vol au-dessus d'un nid de coucou, tout livre est écrit par les yeux subjectifs de cet Indien schizophrénique. Alors, comment il voit le monde autour de lui? Alors, vous voyez la big nurse se promène avec des wires, comment est-ce qu'on dit? Des fils qui se dans son cheveu, comment est-ce qu'on dit, la vapeur sortant de sa narine, il y a la vapeur partout et tout est un peu distorté. Si vous mettez ça à l'écran, ça serait, pour moi, pour mon goût, ça, vous pouvez le faire, mais pour mon goût, ça serait ridicule. Alors, on a pris l'histoire de base de son livre, les événements, les caractères, mais pour raconter cette histoire, il faut
faut user votre propre vision cinématographique, comment le faire. Et la même chose avec l'Amadeus. Peter Schaffer, qui a écrit une pièce incroyable, il n'a pas écrit ça, c'est pas sa invention, il a lu toutes les lettres de Mozart, et tout ce qu'il a pu lire sur Mozart, et il a utilisé ça, tout ça était pour lui le, comment est-ce qu'on dit, springboard. Le tremplin. Le tremplin pour sa vision théâtrale. Quand je rencontrais Peter Schaffer, je lui disais, bon alors, Peter, si tu es d'accord que maintenant on prend ta pièce comme un tremplin pour une nouvelle vision cinématographique. Et il était très courageux, très courageux. Et mon expérience avec les auteurs de Hair était au contraire. Quand on a écrit le scénario avec Michael Weller, on l'a donné à lire, le scénario, et je pensais qu'ils vont me tuer. Ils ont dit non, non, c'est absolument, non, 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 nous ne sommes pas d'accord, nous vous écriverons le scénario. Et ils ont écrit un scénario. Mais ce scénario, quand j'ai lu, c'était une autre version de la pièce théâtrale. Je ne pouvais savoir comment faire un film de ça. Alors, on s'est fâchés. Ils ne sont jamais venus sur le tournage. Je pensais qu'ils ne jamais parleront à moi. Le musicien, le compositeur, il acceptait ça, je ne sais pas pourquoi. Finalement, quand ils ont fait le film, ils m'ont dit, ils m'ont pas dit tu avais raison, ils m'ont pas dit probablement tu avais raison. Non, on peut pas seulement illustrer le théâtre. Il faut vraiment le prendre comme un tremplin et créer une nouvelle vision cinématographique. Mankiewicz dit que la mise en scène et le scénario, c'est les deux parties d'un même processus. C'est-à-dire que quand on écrit, on met déjà en scène. Et comment tu travailles? Tu as toujours travaillé avec des collaborateurs, Jean-Claude Carrière, Buck Henry ou en Tchécoslovaquie, Passer, Papoussek. Comment tu conçois le travail sur le scénario à 3 ou à 2? Comment ça se passe concrètement? Chacun séparément ou tous les deux ensemble? Moi, je préfère de travailler ensemble. Pour une seule raison, pour une raison aussi qui est très importante pour moi. D'abord, on se provoque. On se provoque, c'est pas mal. Mais aussi, ce qui est très important pour moi, pour moi, la collaboration sur le scénario, c'est la moitié de la mise en scène. C'est la moitié de la mise en scène. Parce qu'on joue tous. Je veux travailler avec quelqu'un avec qui on peut jouer toutes les scènes, de dire tous les dialogues, de les jouer entre nous, que mon oreille peut juger si ça sonne vrai ou pas. Parce que c'est très souvent ce qui se passe. La ligne de dialogue que vous lisez peut vous sembler absolument propre et vraie. Quand vous la écoutez, c'est faux. Je me rappelle comment j'étais déçu que quand j'ai vu, mais pas seulement moi, The Great Gatsby, le film basé sur le livre fameux de Scott Fitzgerald, livre formidable. Les auteurs de films avaient tellement de respect au Fitzgerald qu'ils n'ont pas osé de changer un mot de dialogue, comment il est écrit dans le livre. Et quand vous le lisez, rien ne vous dérange. Au contraire, c'est plaisir de lire cette langue. Mais quand vous entendez cette ligne des personnages vivants de l'écran, les gens dans le cinéma ont ri. On riait pas parce que c'était drôle. Alors, ça nous aide toujours beaucoup quand je peux travailler avec un scénariste, avec un écrivain, avec qui, quand on a écrit une scène, on peut alors maintenant, on la joue.
je lis 7 personnages, tu lis 7 personnages, et on voit. Parce que l'oreille est beaucoup plus précise de trouver les fautes, les mensonges dans la façon des personnages, comment les personnages parlent. Mais non, dans tous les cas, dans tous tes films, il y avait un processus d'écriture en vue d'une mise en scène. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose que je sais quoi faire avec ça, que je peux entendre, je peux le voir, les scènes et tout ça, que ça convient à moi. Ils n'ont pas même essayé de la transformer dans une cinématographique expérience. Non, c'était opéra filmé. Le rideau se lève, et là-bas il y a un choir, chorus, un chœur, et il commence. Le premier 5 secondes était étrange. Et dans un coup, parce que c'est là l'opéra le plus connu en Tchécoslovaquie, les gens dans la salle ont commencé à chanter. Et dans quelques secondes, c'était tellement incroyable, je pensais que c'est toujours comme ça le film. Parce qu'on va voir le film et après, tout le monde chante, tout le monde parle, tout le monde dit ça. Mais c'était vraiment... écoutez, bon, j'avais la fortune de travailler dans la société totalitarienne, si vous voulez, et dans la société démocratique. Les pressions sont partout. La pression dans la société où j'ai vécu, en Tchécoslovaquie, société communiste, c'était la pression idéologique. Pas du tout la pression commerciale. Si vous êtes d'accord d'accepter la pression idéologique et faire des films comme la idéologie officielle vous demande, vous êtes libre de dépenser combien vous voulez. En Amérique, il n'y a pas du tout la pression idéologique. Pas du tout. Mais il y a la pression commerciale. S'ils ne pensent pas que votre film n'apporte pas d'argent, vous avez des problèmes. Naturellement, il y a des... Si vous avez la chance de faire un film qui va apporter 100 millions de dollars, ils vous donnent 30 millions. S'ils pensent, ce film ne va apporter plus que 10 millions de dollars, on vous donne 2 millions de dollars. Mais je dois vous dire, je préfère absolument la pression commerciale que la pression idéologique. Parce que la pression commerciale est dictée par votre goût, par le goût d'audience. Au contraire, la pression idéologique est dictée par le goût d'un idiote. Et c'est vous toujours trouverez, de temps en temps, petit, plus grand ou très grand audience de votre goût, que essayer de transformer en idiote. Impossible. Ton premier film a été à deux... Tu sais, Michel, c'est une chose intéressante quand on a étudié dans cette époque en Tchécoslovaquie, que vraiment la provocation, l'inspiration, c'est pas facile parce que 90% de l'improvisation est ennuyant à mourir. Mais le 10% peut être tellement excitant et tellement spécial, tellement unique que ça, la liberté de mouvement aux acteurs, parce que ce ne sont pas seulement les mots aussi dirigent le corps et le mouvement des acteurs. Alors, quand je l'ai mis dans le jacuzzi, je savais qu'ils ne peuvent pas courir. Bon. Alors, crisscross deux caméras. Ce sont les deux scènes. La scène où Althea Flynn propose le mariage à Larry Flynn. Et on a fait, comment est-ce qu'on dit, les deux caméras comme ça.
et on les laisse. On les laisse. Et chaque cadre a duré 10 minutes. 10 minutes. De ces 10 minutes, on coupe 1 minute. Et 1 minute qui vraiment pour moi est formidable. Restez toujours dans le rôle, parce que vous ne savez jamais quand la caméra va vous voir. C'est très bon. J'ai utilisé ça aussi dans le vol aussi dans l'île de Coucou, où on a comment on dit, des patients. Des malades. Des malades comme ça, et il y a toujours une scène entre la Big Nerve et un patient, un malade. L'infirmière est malade. Un infirmier. Mais les autres, j'ai eu besoin de réaction. Alors, j'ai mis la caméra principale.